Je fais partie de la génération qui a eu la chance de connaître une enfance insouciante à Port-au-Prince. À l'époque où j'étais adolescente, on ne parlait pas de gangs, d'insécurité, on vivait une vie carnaval. Enfin, tout le monde connaît cette époque-là où Haïti était vraiment un petit paradis. Je dansais, j'étais reine de carnaval, j'étais une haïtienne, tout simplement. Haïti est un pays que l'on connaît souvent par son côté sombre, son côté actuel. Et Haïti est beaucoup plus que ça. Haïti est un pays d'histoire, de culture, de fierté. Or, pour le moment, l'histoire d'Haïti est racontée par les autres. Je suis Ketli Astier. Déjà, merci de me recevoir. Ça me fait un plaisir immense. Je vis en Belgique depuis très longtemps, mais je suis une vraie Haïtienne, née en Haïti et qui porte Haïti dans son cœur depuis toujours, mais encore plus depuis le tremblement de terre, parce que j'ai quitté Haïti il y a longtemps. J'étais une Haïtienne de la diaspora comme tout le monde, un peu, et c'est le tremblement de terre qui me ramène un peu brutalement à mon pays. Et j'ai essayé de transférer mon émotion en action. Donc au moment du tremblement de terre, j'étais en Haïti juste 2 jours avant. Et quand j'ai vu mon hôtel complètement rasé, l'hôtel Montana, je me suis dit, voilà, il ne suffit pas d'aimer son pays, il faut aussi le montrer. Et donc je me suis engagée pour Haïti, pour reconstruire, pour aider. Et c'est ce que je fais maintenant depuis 15 ans. Donc c'est-à-dire que vous étiez à l'hôtel Montana au moment du tremblement de terre? 2 jours avant, non, pas au moment, heureusement. Alors j'aurais pas survécu, je pense, parce que là où j'habitais avec mes enfants, au 5e étage, il n'y avait pas de survivants. Donc l'hôtel s'est écroulé complètement là où était notre chambre. Mais on a quitté vraiment 2 jours, 1 jour et demi même avant le tremblement de terre. Quand je suis arrivée en Belgique, on montrait les premières images de la ville détruite. Et ce choc, et surtout de me dire, c'est peut-être pas pour rien que moi j'ai échappé, alors qu'il y a tant de milliers, centaines de milliers de morts. Et c'est pas pour rien que j'ai échappé, il doit y avoir un message, en fait. Et c'est ce message que je crois que j'ai entendu et qui aujourd'hui m'amène ici devant vous, en fait. D'accord, donc c'est-à-dire que c'est à partir de ce moment-là que vous commencez à vous engager pour Haïti. Mais avant, vous étiez quelle Haïtienne avant? C'est-à-dire vous vivez comme ça dans l'insouciance Absolument, puisque je fais partie de la génération qui a eu la chance de connaître une enfance insouciante à Port-au-Prince. À l'époque où j'étais adolescente, on ne parlait pas de gangs, d'insécurité, on vivait une vie carnaval. Enfin, tout le monde connaît cette époque-là où Haïti était vraiment un petit paradis pour des enfants. Donc moi, je n'ai rien connu de Haïti, de difficultés. J'étais une élève, j'allais dans une très bonne école, j'étais chez des religieuses d'abord, au centre d'études secondaires ensuite. J'ai fait des études sans souci, je dansais, j'étais reine de carnaval, j'étais une haïtienne, tout simplement. Et quand j'ai quitté Haïti, c'était pour aller étudier. Donc après le baccalauréat, je suis partie en Belgique étudier le droit. Là, j'ai fait 5 ans de droit, et puis j'ai épousé un Grec qui était étudiant aussi. Et nous sommes allés vivre en Grèce où j'ai vécu 25 ans. Donc je me suis beaucoup éloignée d'Haïti puisque je devais m'adapter à ma nouvelle patrie, si on veut. Et je suis devenue une vraie grecque, une vraie haïtiano-grecque. Et où j'ai aussi porté Haïti, à faire connaître Haïti par les Grecs et notre histoire commune avec la Grèce. J'ai aussi porté ça là-bas, mais sans engagement vraiment. C'était assez facile pour moi. Mais vous avez fait quoi en Grèce, en fait? En Grèce, quand je suis arrivée là-bas, je ne voulais plus retourner à l'université, apprendre le grec classique à l'école. Donc, j'avais mon diplôme de droit, mais pour être avocate en Grèce, j'aurais dû retourner à l'université. Bon, j'avais aucune envie de retourner sur les bancs de l'école. Donc, j'ai monté une boutique de décoration, j'adore ça. Et puis, je suis devenue une décoratrice, j'ai décoré l'opéra et tout, jusqu'à ce qu'on me demande d'être candidate aux élections là-bas. Donc, j'ai vraiment vécu une vie de grec. D'accord, vous étiez candidat aux élections? De ma ville à Thessalonique, sur une liste électorale. Bon, on n'a pas gagné les élections, mais j'étais sur la liste quand même et j'ai pu souvent être à la télévision grecque pour un petit peu montrer ce qu'est d'abord une Noire, parce qu'on n'avait presque pas dans la ville où je vivais, ce qui était aussi une Haïtienne, une femme haïtienne, une femme noire. Et ça, c'était aussi
ma petite contribution à mon pays, de faire connaître ce pays aux Grecs qui ne connaissaient même, beaucoup ne connaissaient pas l'histoire que nous avons avec la Grèce. Donc j'imagine qu'il n'y a pas de communauté haïtienne en Grèce et tout ça. J'en ai croisé aucun. C'est en revenant ici, il n'y a pas longtemps, que j'ai été contactée par un monsieur Lebrun, qui habite à Athènes avec son frère et qui sont des médecins qui ont étudié à Thessalonique, dans ma ville, mais juste au moment où j'arrivais. Et lui, il habite encore en Grèce. Mais je n'ai jamais croisé un Haïtien en 25 ans de vie. D'accord. Là-bas. Donc, effectivement, vous avez vécu en Grèce Oui. et aujourd'hui, vous vivez en Belgique. J'habite en Belgique. Donc là, c'est à partir de 2010, vous êtes allé en Haïti et vous avez eu ce choc avec le tremblement de terre. À partir de ce moment-là, il s'est passé quelque chose et vous vous dites quoi? Déjà, la sidération, parce que je suis allée en Haïti en 2009, donc décembre 2009, à Noël, pour montrer à mes enfants qui sont des métis grecs ce qu'était leur pays. Ils ne connaissaient pas du tout Haïti, ils ne parlaient pas créole, aucune idée, on ne parlait que grec à la maison presque. Donc un jour, ils m'ont dit, maman, il faut quand même qu'on connaisse ton pays, on habite dans le pays de papa, mais et ton pays, comment c'est, etc. Ils avaient à l'époque 8-9 ans, donc je dis, eh bien, pas de souci, on part en Grèce demain, on part en Haïti, donc on fait les valises et on va passer Noël en Haïti. Noël 2009, je crois que c'est le plus beau Noël d'Haïti. À l'époque, il y a la Minusta dans les coins, etc. Donc, on sort toutes les nuits, on va à Decameron, on se baigne. Enfin, c'était magnifique. C'est tellement bien que et mes enfants s'amusaient énormément de retrouver des cousins, des amis et tout ça. Et je les voyais tellement épanouis que j'avais aucune envie de rentrer en Belgique. Mais l'école commençait début janvier. Et j'ai changé les billets pour qu'on reste un peu plus longtemps. Donc, je change les billets. Et je me dis, je vais encore repousser la date encore un peu, on s'amuse trop bien. Et c'est ma sœur qui me dit, Kitli, tu peux pas faire ça, l'école a commencé, ramène les enfants en Belgique. Bon, je me dis, écoute, ils sont si petits, c'est pas 2-3 jours d'absence qui vont changer quelque chose. Mais elle insiste tellement que finalement, je l'écoute, heureusement. Et je prends l'avion et arrivé en Belgique, on voit à la télévision ce qui vient de se passer et à quel point on a échappé à une mort certaine ou alors à un traumatisme en tout cas incroyable à quelques heures près. Donc ceci m'a tellement choquée, mais d'une façon incroyable, que le lendemain déjà, je savais que j'allais m'investir pour Haïti. La preuve, c'est que même moins d'un mois plus tard, je faisais un énorme concert pour récolter des fonds avec Bitova Robas dans ma ville. Donc j'ai commencé comme ça. J'ai trouvé tous mes amis, j'ai appelé parce que je suis quand même très introduite à Liège, c'est ma ville depuis toujours, donc je connais tout le monde. Et donc avec quelques coups de fil, ça, je disais, mais il faut aider tout de suite. Mais aider comment? Je n'avais aucune idée, mais il fallait aider. Je ne sais pas comment, mais il faut aider. Et c'est comme ça que ça a commencé. D'accord, c'était comme pour vous, c'était comme un signe du destin. Et c'est resté longtemps un signe du destin parce que ce jour-là, la nuit, j'entendais un enfant pleurer dans ma tête. Pendant des jours, il a pleuré dans ma tête. Maman, il pleurait. Je voyais un petit enfant sur un trottoir. Et cet enfant-là m'a hantée pendant des mois. Et même, je peux dire que Haïti a été mon univers pendant des années. Ce n'est que depuis 2-3 ans que je peux tout doucement dire que, pas que je me détache, mais ce n'est plus une obsession. À un moment, c'était devenu une obsession d'aider Haïti chez moi. Après ce tremblement de terre, vous décidez de vous engager pour Haïti. Alors, quelle forme va prendre cet engagement chez vous? Donc, au départ, on ne sait pas très bien. Quand on dit on veut aider, mais ok, c'est un vœu, mais comment est-ce qu'on aide un pays qui est à terre? C'est pas comme si j'allais donner, moi, 500 € et puis j'ai aidé. C'est pas du tout ça. Je voulais vraiment m'impliquer et aider de façon concrète. Et donc, j'ai été trouver le maire de la ville de Liège, que je connaissais, et je lui explique que... Enfin, c'est même pas la peine d'expliquer parce que le monde entier était sous le coup du choc. Tout le monde était dans l'émotion. Donc, quand on a vu Haïti à terre, bien sûr, mes amis m'ont appelé aussi beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc, je dis, mais qu'est-ce qu'on peut faire et tout? Alors, il me dit, voilà ce qui pourrait se passer. Normalement, toutes les communes doivent contribuer pour Haïti. C'est vraiment un décret qui a été pris. Et toutes les communes doivent reverser à un consortium qui est chargé d'acheminer toute l'aide vers Haïti. Mais nous, à Liège, nous allons faire différemment.
nous allons créer une association avec toi. Et c'est chez toi que viendra au départ la première contribution. Et nous avons créé Liège Aide Haïti à l'époque. Et dans quelle intention? On ne sait pas très bien ce qu'on va faire, mais on a créé déjà ça, avoir une structure qui peut recevoir une aide. Et maintenant, comment on fait? Et c'est à ce moment-là que l'État français décide de monter une formation de maçons, d'électriciens et d'ébénistes à Cité-Soleil. Donc il y a une école à Cité-Soleil, le centre pilote, que l'on choisit pour faire des formations. Ça, c'est l'État français qui le met sur place. Et moi, je les contacte et je dis, voilà, j'aimerais contribuer, rentrer dans ce programme et contribuer à cette formation. Parce que moi, mon dada, si on peut dire, c'est la formation professionnelle. C'est l'éducation des maîtres, la formation des maîtres. Et c'est comme ça qu'on a commencé par aider cette école, d'abord la rénover entièrement, toute la partie ébénisterie, maçonnerie, et pour donner un outil aux jeunes qui peuvent tout de suite trouver du travail, parce que Haïti, d'après moi, allait être reconstruite sur un an. Tout le monde allait se mettre à bâtir, à reconstruire, etc. Et donc, c'était la chose à faire, avoir des maçons, des ébénistes, des électriciens. Et pendant 3 ans, on s'est consacré à cette formation. On a formé énormément d'électriciens, etc. Et puis après, il s'est passé, comme d'habitude, en Haïti, un petit souci de quelqu'un qui a essayé de détourner des fonds que nous envoyons là-bas. Et c'est là que j'ai décidé que, dorénavant, je ferai moi seule. Donc, je suis allée en Haïti, j'ai rencontré des écoles, j'ai rencontré des maîtres, j'ai rencontré des religieuses et j'ai choisi, moi, d'aider une école à La Saline, qui est une école de formation en hôtellerie et tourisme. Parce qu'à Liège, nous avons une très bonne école d'hôtellerie et de tourisme. Et donc, je me suis investie dans cette école-là. Et dorénavant, donc je rénove, j'équipe tout. Et surtout, je fais venir des jeunes d'Haïti, à Liège, pour faire leur stage de fin d'études. Donc, nous faisons venir les meilleurs des promotions, en général 5 au mois de juin et 5 au mois de novembre. Et ils font des stages à Liège, plus pratiques que ce qu'on a en Haïti. Haïti est très bien pour tout ce qui est théorie, mais au point de vue pratique, il manque les outils, les écoles ne sont pas équipées. Donc, elles viennent et font leur stage de fin d'études à Liège et retournent en Haïti. Ça, c'est la condition sine qua non. On ne garde personne. On forme pour Haïti. Alors, vous avez créé une version pour Haïti du jeu Monopoly. Monopoly, c'est un jeu mondialement connu. Et là, vous avez fait une version spécialement pour Haïti. Racontez-nous. Qu'est-ce qui est plus international qu'un Monopoly, puisque c'est un jeu sous licence. C'est le jeu le plus connu au monde. Avant Scrabble, avant tout, c'est Monopoly qui est le plus connu comme jeu de société dans le monde entier. Donc c'est un vecteur pour faire aller Haïti plus loin et surtout raconter une autre histoire. Haïti est un pays que l'on connaît souvent par son côté sombre, son côté actuel. Et Haïti est beaucoup plus que ça. Haïti est un pays d'histoire, de culture, de fierté. Et si chacun s'attache à raconter Haïti comme cela, on ne va pas laisser quelqu'un d'autre raconter Haïti à sa façon. Or, pour le moment, l'histoire d'Haïti est racontée par les autres. Et donc, Monopoly permet de raconter à tout le monde la vraie Haïti, la vraie histoire d'Haïti, qui n'est pas qu'une histoire de crise, qui n'est pas qu'une histoire actuelle. Parce que, comme je dis toujours, Haïti d'aujourd'hui passera. C'est pas possible, ça restera pas toujours comme ça. Donc, ce n'est qu'un moment de l'histoire. Haïti est beaucoup plus grande que ça. Et tout ça, je l'ai mis dans une boîte et je ne dis jamais que c'est un jeu. D'accord, donc voilà, ce Monopoly-là. Exactement. Voilà, ce Monopoly-là, c'est pas un jeu. Non, ce n'est vraiment pas un jeu. D'accord. Et quand on y joue, si on veut dire, quand on y joue, on sent que ce n'est pas un jeu parce que ça ravive tellement de souvenirs, ça fait pleurer, ça fait rire tout le monde. Donc un enfant à partir de 7 ans, une grand-mère après 88 ans, jouent ensemble et avec le même désir de gagner, les mêmes capacités de gagner et surtout les mêmes connaissances. Parce que dedans,
on y parle de l'histoire d'Haïti, de certains lieux que très peu de gens connaissent, des lieux qui n'existent plus. Parce que le temps pour moi de faire Monopoly, j'ai choisi bien sûr des lieux emblématiques. On ne peut pas parler d'Haïti sans parler de la cathédrale de Port-au-Prince, même si elle n'existe plus. Mais c'est quelque chose qui est ancré dans notre mémoire. La cathédrale d'Haïti, qui normalement ne peut pas se trouver sur un Monopoly, parce que Monopoly n'accepte pas les signes religieux, ni l'alcool, ni la politique, parce que c'est un jeu destiné aussi aux enfants, donc on ne peut pas parler d'alcool. Mais la cathédrale, j'ai pu les convaincre en enlevant tout simplement la croix tout au-dessus, en y mettant une petite étoile brillante, que ce n'est pas pour Haïti seulement un lieu de culte. La cathédrale, c'est un lieu où moi, quand j'étais jeune, on se donnait rendez-vous devant la cathédrale. On se rencontre devant la cathédrale. Et quand on dit à quelqu'un où son boss maçon derrière la cathédrale, ça veut dire que tu n'as pas les qualités pour être un boss maçon. Donc c'est rentré dans notre conscience. Donc on doit avoir la cathédrale sur un jeu de Monopoly. Si on n'a pas un quartier, donc j'ai mis un quartier gingerbread, mais j'ai mis une maison qui récemment vient d'être brûlée par les gangs. Le marché en fer, est-ce qu'on peut parler de Port-au-Prince sans marché en fer ou la place d'armes à Gonaïves. Donc tout ça se retrouve ici. Et avec une explication, dans la boîte, il y a une page avec un QR code où on peut aller en 4 langues voir chaque case et ce qu'il y a derrière. Donc, si vous jouez avec vos voisins français ou vos voisins espagnols, ils comprennent, toutes les explications sont là. Et puis, sur nos cartes, il y a des proverbes. Pour avancer sur les cases, ce sont nos proverbes. L'on pas gain chance, l'être caillé, casser tout. Donc, c'est chaque carte prête à rire, à pleurer, à apprendre. On est en Haïti. Quand on est autour d'une table avec ses enfants, sa famille, ses voisins, et avec un verre peut-être de rhum, hein. Pas de souci, un cocktail, un cola, une bouteille de cola. Tout ça, c'est Haïti et ce sont des moments que Monopoly et rien d'autre ne peut offrir ça à une famille, à des enfants. Et c'est pour ça que des écoles me l'achètent. Les bibliothèques à Montréal en ont acheté parce que ça représente quelque chose d'important, surtout pour un enfant qui rentre dans la bibliothèque de son école et qui voit Monopoly Haïti. C'est une fierté incroyable parce qu'il y a très peu de pays qui ont leur propre Monopoly. Et quand un enfant voit ça dans son école, eh bien, il se dit, ouf, enfin un truc dont je peux être fier. C'est pas ce qu'on raconte, parce que, bien sûr, pour le moment, être haïtien n'est pas vraiment ce qu'on préfère. Hein. Avec l'actualité, raconter qu'on est haïtien, c'est surtout pour s'entendre dire, oh là là, c'est surtout ça, ce qu'on dit. Haïti, oh là là. Mais moi, je veux pas qu'on dise Haïti, oh là là. Moi, c'est Haïti, waouh. C'est ça. D'accord. Donc, on a hâte effectivement de découvrir ce jeu. Alors, ma dernière question à vous, Kitli Asti, est-ce que aujourd'hui, quand vous regardez la situation en Haïti, en fait, on a l'impression que ça bouge pas vraiment. Est-ce que ça vous démotive, etc. Ou bien est-ce que ça vous donne encore plus de niaque, plus de force pour continuer? Parce que là, aujourd'hui, on a l'impression que ça stagne et qu'on ne voit pas le bout du tunnel. C'est ça. Moi, je suis découragée tous les soirs. Je me couche en me disant c'est fini. Je ne m'occupe plus de ce pays, c'est pas possible. On a l'impression d'avoir une poignée de sable qui vous coule entre les doigts et tout. Et puis je me lève le matin et je me dis non, je ne peux pas. Parce que nous avons aidé trop de gens. Ces gens comptent sur nous. Et, nous sommes, enfin, en tout cas, moi, par rapport aux gens qui sont venus à Liège, les jeunes et tout ça, je suis presque leur seule fenêtre d'espoir. Parce qu'en Haïti, si on ne connaît pas quelqu'un, hein, et donc, Haïti a besoin de moi, j'ai besoin d'Haïti pour exister. Donc, je ne suis pas découragée. Je sais que toute situation n'est que passagère. Et puis, moi, souvent, je dis, je n'aide pas Haïti. Moi, j'aide des Haïtiens. C'est pas la même chose. Donc, c'est pour ça que le découragement ne m'atteint pas. Parce que je ne me donne pas pour mission de sauver un pays. J'en suis pas capable. Mais je peux aider des Haïtiens. Et si j'aide qu'un seul Haïtien, je suis déjà très heureuse de le faire.
Or, j'en ai déjà, notre association a déjà aidé des milliers d'Haïtiens. Et ce qui a aussi, il faut dire que quand on investit dans la formation professionnelle, donc dans les cerveaux, bien, on ne peut pas être découragé puisque à moins qu'on tue la personne, mais aucune tornade, aucun gang ne peut enlever ce qu'on a mis dans la tête de quelqu'un. Et grâce à ça, cette personne va progresser. Parce que la formation est vraiment le chemin vers la liberté et l'indépendance. Donc, je n'ai pas vraiment un sentiment de découragement. Je peux être fatiguée, ça c'est vrai. La fatigue physique, elle est là. Mais psychologiquement, je me lève tous les matins en me disant « Allez, on recommence, on y va ». Donc, ça, je n'ai pas ce sentiment-là. Voilà, merci. Très beau mot de la fin. Merci, Kate Gastier, d'être passé, nous présenter à la fois ce beau jeu, le Monopoly, et aussi de nous parler un peu de votre parcours. Merci Haïti Inter. Merci.